Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies, aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous ferons un point réglementaire ou réglementation plus précisément avec Faustine Fleuret, présidente et directrice générale de l'ADAN. Nous reviendrons sur la proposition de loi influenceur en France, mais aussi sur l'entrée en application du régime pilote au niveau européen. Ce sera avant Enjeu Patrimoine, un Enjeu Patrimoine qui sera lui consacré à un sujet de succession. Comment gérer la succession dans les familles recomposées? Ce sera le sujet qui nous animera et nous aurons le plaisir de recevoir pour cela dans Smart Patrimoine Nathalie Cousigoussias, notaire à Paris, mais également Catherine Costa, directrice de l'ingénierie patrimoniale de Mileis Banque Privée. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et nous commençons donc avec l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies, aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous allons tenter de comprendre où en sont les différentes réglementations qui peuvent avoir un impact sur l'écosystème crypto en France. Pour cela, nous avons le plaisir d'être accompagnés en plateau par Faustine Fleuret, présidente et directrice générale de l'ADAN. Bonjour Faustine Fleuret. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. On va essayer de comprendre ensemble comment la réglementation européenne peut avoir un impact sur l'écosystème français. Mais juste avant, il y a une proposition de loi portée par le député Arthur Delaporte en lien avec les influenceurs et les placements de produits réalisés par les influenceurs qui peut avoir un impact direct sur l'écosystème crypto puisque les propositions de placement en crypto sont visées directement par la loi. Effectivement, c'est une proposition de loi qui veut encadrer l'influence commerciale, c'est-à-dire la promotion par des personnalités contre rémunération en argent, en nature, de produits, de services. Et il est vrai que dans cette proposition de loi, il est proposé une interdiction stricte finalement de communication par des influenceurs sur des cryptoactifs qui vont entraîner des risques de perte pour les utilisateurs. Bien sûr, il faut absolument encadrer les pratiques de l'influence, puisque les dérives font énormément de mal à la réputation du secteur, quel qu'il soit, mais du secteur crypto aussi, et font du mal au développement de l'industrie. Mais parce qu'il faut aussi comprendre que l'influence, c'est un outil très puissant pour le secteur de marketing et de formation. Sur un sujet qui est nouveau et sur lequel il y a besoin d'expertise assez pointue qui se trouve au niveau de ces influenceurs, et il y en a des très réputés en France. Donc on a plutôt besoin d'avoir l'influence comme un outil de protection de l'utilisateur et d'information. D'accord. Et donc l'interdire serait en fait contre-productif. C'est vrai on trouverait beaucoup plus pragmatique un encadrement, donc l'influence sur les cryptos respecte des conditions, le b.a.-ba, présenter clairement qu'il y a des risques, ne pas promettre des rendements garantis et systématiques, expliquer que ce n'est pas pour les mineurs, etc., plutôt qu'une interdiction. Une interdiction aurait en fait simplement pour effet de priver l'utilisateur d'informations, de ne pas lui permettre, de ne pas le guider vers finalement des personnalités plus vertueuses, plus expertes, qui vont lui donner l'information dont il a besoin. Il va plutôt laisser la personne sur les réseaux sociaux qui cherche à se renseigner trouver de l'information auprès de quelqu'un finalement qui serait un arnaqueur. Parce que le sujet de la loi, c'est la mise en avant de solutions crypto, pas la prise de parole sur les cryptos. Donc finalement, les influenceurs pourraient quand même toujours continuer à s'exprimer sans forcément faire l'apologie de solutions d'investissement. Et le sujet, effectivement, là aujourd'hui, il est plus global. Il est au-delà des cryptos, c'est de pas suffisamment vérifier ce qu'on met en avant quand on est influenceur. Tout à fait. La proposition de loi, elle vise d'encadrer l'influence commerciale en général. Et c'est pour ça que sur d'autres types de produits, vous n'avez pas de proposition d'interdire, mais plutôt d'encadrer, d'avoir des règles de base. Oui. Mais c'est vrai que sur les cryptos, il y a vraiment une spécificité, comme pour les investissements financiers, d'interdire l'influence tout court. Alors qu'on voit que sur d'autres typologies de produits, il y a plutôt un encadrement avec des conditions à respecter, ce qui semble tout à fait pragmatique et qui permettrait de faire le tri entre des influenceurs qui respecteraient ces réglementations et vers lesquels il faudrait que les gens se tournent contre d'autres influenceurs qui du coup ne seraient pas bien encadrés et vers lesquels il ne faudrait pas se tourner. Oui, ce que vous dites, c'est que vous voulez finalement que les cryptos soient traités
comme le reste des produits financiers qui peuvent être proposés par des influenceurs. Et on a besoin, grâce à eux, effectivement, que si on n'interdit pas, de permettre en fait la promotion d'acteurs aussi qui sont régulés, qui sont encadrés et qui peuvent bénéficier par cette audience d'un meilleur rayonnement, sachant que c'est vers eux qu'il faut absolument que les investisseurs se tournent. Donc le fait d'interdire tout simplement, on ne va pas donner une information granulaire aux investisseurs entre eux, quel serait l'acteur régulé de l'acteur non régulé. Il faut quand même faire attention que l'influence ne soit pas restreinte sur les activités régulées non plus, parce qu'on a des acteurs qui n'ont pas vocation à l'être, des prestataires technologiques ou la finance décentralisée où il n'y a pas encore de réglementation. Mais c'est vrai que c'est un outil pour les acteurs régulés d'être mis en avant. Et pour la protection de l'investisseur, c'est quand même intéressant qu'on les promeuve. C'est un outil de marketing qui aide au développement du secteur et on en a besoin. Ça, c'est pour le sujet français. Il y a également d'autres réglementations qui peuvent avoir un impact sur le secteur crypto au niveau européen. Alors, il y a notamment, là, pour le coup, une volonté d'aller tester des nouvelles choses avec l'entrée en application prochaine, donc le 23 mars, du régime pilote. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que ce régime pilote qui va permettre finalement à des acteurs crypto de réaliser des expérimentations finalement sur la blockchain, sur des opérations de marché. Mais alors tout ça va être très encadré, mais finalement c'est un régime pilote qui va permettre de sortir de la loi pour aller tester justement des nouvelles choses. Effectivement, le régime pilote est particulier dans le périmètre des activités, des actifs qu'il concerne. On a beaucoup parlé de MiCA l'an dernier pour les nouveaux cryptoactifs et les nouvelles activités de marché. Là, vraiment, on est sur le périmètre des marchés financiers classiques, donc les actions, les titres de dette, les parts de fonds. Mais sur des activités qui vont être tokenisées, donc rendues des émissions et de l'échange sur des technologies, sur des réseaux blockchain. Donc c'est un périmètre totalement différent où effectivement il existe déjà une réglementation financière, donc principalement les règlements MIF2 et CSDR, où ce qui a pu être observé, c'est que la réglementation n'a pas été pensée alors que l'innovation technologique blockchain existait, et donc il y a des freins finalement dans cette réglementation. À l'utilisation de cette technologie dans la réglementation actuelle. Exactement. Et principalement le développement de plateformes de marché secondaires sur ces instruments financiers tokenisés qu'on appelle les security tokens. Donc le but du régime pilote, c'est de créer une zone d'expérimentation assez encadrée dans les conditions d'accès, dans les seuils en dessous desquels on est obligé de rester pour faire ces expérimentations. Et dans cette zone d'expérimentation, on pourra bénéficier d'exemptions à la réglementation financière existante pour essayer de débloquer justement ces obstacles-là. Par exemple, dans la réglementation financière classique, on ne peut pas, en tant que client final, participer directement, intervenir directement sur une plateforme de marché. Sur Euronext, on ne peut pas y aller, il nous faut un intermédiaire. C'est vrai que ce n'est pas la pratique de marché habituelle dans les marchés crypto-actifs. Bien sûr, oui. Donc ça, c'est un exemple d'exemption. Ou même le règlement des transactions financières. Aujourd'hui, il faut le faire en euros, mais c'est vrai que d'une façon très efficiente, si on pense aux technologies blockchain, il nous faudrait un actif de règlement tokenisé, donc un euro numérique ou un stablecoin euro, pour que ce soit vraiment, vraiment intéressant. Donc c'est faire bénéficier les porteurs de projets de ces exemptions pendant à minima 3 ans, c'est-à-dire qu'à partir du 23 mars 2023 jusqu'au 23 mars 2026, il y a ces 3 ans d'expérimentation. Et ça peut être renouvelé d'ailleurs. Une fois pendant 3 ans, ça peut être abrogé au bout de 3 ans, ce qui, en termes de calendrier, ça rend très très peu visible. C'est dommage, c'est quelque chose sur lequel les institutions européennes sont revenues. Effectivement, ça peut être prolongé de 3 ans, ça pourrait être abrogé, ça pourrait être modifié, ça pourrait aussi devenir un régime permanent. C'est une des options qui est sur la table aussi. Quel enjeu pour l'écosystème crypto français mais européen, mais là effectivement on parle de l'écosystème crypto français, c'est quoi? C'est de prouver la viabilité de modèles qui est développé sur une blockchain ou dans le Web3 par exemple? Alors c'est vraiment pour renforcer l'efficience des marchés financiers traditionnels et permettre le recours à ces nouvelles technologies pour admettre à la négociation et régler en fait des transactions financières classiques. Là où aujourd'hui la réglementation ne permet pas de le faire, parce qu'elle n'a pas été pensée avec ça. C'est vrai qu'il y a des problématiques parce que ça va être assez compliqué finalement pour des nouveaux entrants, parce qu'on est quand même sur les standards de marché. Bien sûr, oui. Il y a des exemptions, mais il faut quand même respecter la réglementation financière pour pouvoir y accéder, outre ces exemptions. Donc c'est quand même une sacrée marche à franchir pour les nouveaux acteurs. Tout le monde ne va pas pouvoir essayer. C'est pas parce qu'il y a un régime pilote que tout le monde va pouvoir essayer. Il va y avoir des sélections presque d'acteurs et de projets, des sélections qui vont être réalisées notamment par l'AMF, la CPR, mais aussi l'ESMA, si je parle des acteurs français, qui vont ensuite
pouvoir rentrer dans cette phase d'expérimentation. Tout à fait. Il faudra être autorisé. Si on fait l'admission à la négociation de titres d'instruments financiers, il faudra quand même respecter la réglementation MIF 2, outre les conditions sur lesquelles il y a des exemptions, mais ce qui fait quand même une bonne partie d'exigence. Bien sûr, oui, bien sûr. Donc c'est principalement pour les nouveaux entrants que ça va être compliqué, mais par contre, le régime pilote, c'est plutôt une porte d'entrée pour des institutions financières classiques d'expérimenter les technologies blockchain, les cryptoactifs, sur des activités sur lesquelles ils sont beaucoup plus familiers, où c'est peut-être plus rassurant avant éventuellement d'explorer les cryptoactifs comme les nouveaux instruments que l'on connaît et qui sont réglementés par ailleurs. Mais ça va être à la fois un outil pour les acteurs établis qui sont peut-être encore un peu réticents pour expérimenter, et pour les nouveaux entrants qui sont peut-être plus flexibles, plus agiles, pour peu qu'ils arrivent effectivement à respecter la réglementation, de pouvoir s'insérer dans le paysage financier traditionnel. On a une idée aujourd'hui du nombre d'acteurs français qui pourraient être intéressés par justement aller mener des expérimentations. On a déjà des candidats déclarés ou il faudra attendre le 23 mars pour le savoir? Alors, parmi les membres de l'association, effectivement, on sait, mais plutôt officieusement. Interne, voilà. D'accord. Parce que c'est un sujet qu'on suit depuis le début. Donc, il y a effectivement des candidats très intéressés. Il y a cependant quelques questions qui restent en suspens pour que certains puissent concrétiser cette ambition et déposer effectivement un dossier. Par exemple, aujourd'hui, ce ne sera pas accessible pour les SAS. D'accord. Donc, ça pose un certain nombre de problèmes pour des acteurs qui le sont aujourd'hui dans leur forme juridique. L'autre élément qui va poser problème aujourd'hui, c'est que je vous parlais de l'actif de règlement qui permettrait d'exécuter les transactions intégralement sur la blockchain, parce qu'on va neurotechniser, sauf que dans la pratique, on n'a pas de euro numérique de la Banque centrale aujourd'hui. Donc au 23 mars, ce ne sera pas un outil utilisable. Et on n'a pas de stablecoin euro non plus autorisé sous MiCA, simplement parce que MiCA n'est pas en application. Bien sûr. C'est la prochaine réglementation des marchés cryptoactifs. Qui devrait quand même normalement entrer en vigueur dans quelques semaines, quelques mois, qui sait, on ne sait pas exactement. Mais... On attend une entrée en vigueur ce semestre-là. Ça a pris un peu de retard, mais l'entrée en vigueur, c'est une chose. L'entrée en application, bien sûr, quand même un certain délai. Alors, ce qui veut dire que pour certaines exemptions, dont celle-ci qui est extrêmement intéressante, ça va prendre un peu plus de temps, sachant qu'on vient de le dire, le régime pilote, c'est peut-être seulement 3 ans d'expérimentation, donc c'est relativement dommage de prendre du retard de ce point de vue-là. Merci beaucoup Faustine Fleuret d'être venue sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes présidente et directrice générale de l'ADAN. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine qui va être consacré à un sujet qui peut s'avérer parfois un petit peu épineux. Nous allons tenter de comprendre ensemble comment gérer la succession des familles recomposées. Pour cela, nous avons le plaisir d'être accompagnés sur le plateau de Smart Patrimoine, tout d'abord par Nathalie Couzigou-Suas, notaire à Paris. Bonjour Nathalie Couzigou-Suas. Bonjour à tous. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Nous allons essayer de comprendre comment vous pouvez faciliter parfois la discussion dans des familles recomposées qui font face à un sujet de succession. Nous avons également le plaisir d'accueillir sur le plateau de Smart Patrimoine Catherine Costa. Bonjour Catherine Costa. Bonjour. Bienvenue sur le plateau également. Vous êtes directrice de l'ingénierie patrimoniale de Mileis Banque Privée. On va essayer de comprendre ensemble comment donc aborder ce sujet de succession des familles recomposées. Déjà, Nathalie Couzigou-Suas, très rapidement, ça se passe toujours mal ? Alors, si je ne devrais pas le dire, mais quand on regarde dans nos dossiers de succession chez les notaires, allez, quand il y a un papa qui décède ou une maman et qu'il n'y a que des enfants communs, après le décès du premier, dans 95% des successions, ça se passe bien. En revanche, lorsqu'il y a un beau-père ou une belle-mère, dans 95% des successions, ça se passe pas bien, voire moins bien. Hein. Donc, ce qu'il faut, c'est essayer de le préparer en amont. Et puis si on n'a pas préparé en amont, le notaire il est là pour trouver une solution expliquée. S'il n'y a pas d'explication, en revanche, tout peut être bloqué. Et après, c'est le tribunal. D'où l'intérêt vraiment de bien réfléchir à ce qu'on veut faire. De bien réfléchir à ce qu'on veut faire. Catherine Costa, c'est une partie de votre métier également, dans un contexte qui n'est pas évident, puisque la réglementation actuelle, les outils juridiques actuels sont pensés pour des familles qui ne sont pas recomposées. Alors on peut les utiliser, mais globalement on sent qu'on sort du cadre naturel. Alors je sens que vous n'êtes pas toutes les deux d'accord avec ce que je viens de dire. Alors on a quand même, il y a une évolution, parce qu'en 2001, le législateur a défini les droits
d'un conjoint qui se retrouverait en présence de beaux enfants. D'accord. Ouais. Et si on ne fait rien, c'est le Code civil qui va nous dire le conjoint a droit à un quart en pleine propriété des biens. D'accord. Quel que soit le nombre d'enfants ? Quel que soit le nombre d'enfants. Alors, il peut avoir des limites à ce quart en pleine propriété, parce qu'il faut comprendre ce que ça sous-entend. Ça sous-entend, finalement, qu'il y a un quart du patrimoine du défunt qui change de branche familiale. D'accord. Et qui revient au conjoint qui n'est pas parent avec les enfants du Bien défunt. sûr, oui. Donc les enfants ne reverront jamais ce quart du patrimoine qui ira aux héritiers du beau-père ou de la belle-mère. Première difficulté. Deuxième difficulté, les personnes se retrouvent en indivision sur les biens, sauf à pouvoir faire un partage et à pouvoir attribuer des biens pour un quart au conjoint et le reste aux enfants. D'accord. Quand vous avez très peu d'actifs, ça peut être très compliqué. Oui, c'est vrai que parce que c'est très théorique le 3 quarts, 1 quart, mais effectivement dans les faits, la valeur est peut-être pas forcément si facile à découper. Oui, ça veut dire que vous vous retrouvez co-indivisaires, ça veut dire tous propriétaires d'un même bien pour des quotités différentes, c'est-à-dire qu'il va falloir se mettre d'accord pour gérer les biens. Et quand vous avez un peu de tension, comme le disait Madame, effectivement, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Donc, ce sont des décisions qu'il faut anticiper. Et pour anticiper, il faut regarder déjà dans la famille s'il y a au départ une bonne entente. Qui ne signifie pas qu'il y aura une bonne entente au décès. Oui, et si déjà vous avez une mauvaise entente, vous êtes sûr que ça se passera mal. Et quels sont les objectifs Quelles sont les volontés du défunt ou de la défunte? Et vous avez en fait souvent quelqu'un va dire moi je vais avantager mon conjoint, mais je veux que mes enfants aient quand même leur quote-part. Et pourquoi ces situations sont complexifiées? Parce qu'on a au final des intérêts qui divergent. Bien sûr. Et comment faire en sorte de satisfaire tout le monde? Sachant qu'en tout état de cause, ce qu'il faut savoir, c'est que le conjoint survivant, si ils sont propriétaires de leur résidence principale, il a un droit viager de rester dans les lieux. Ça, c'est la grande innovation de la loi de 2001. En tout état de cause, on ne pourra pas, Dieu merci, j'ai envie de vous dire, chasser le conjoint survivant. Et donc, c'est normal, il est propriétaire. Oui, mais sur l'autre fraction qui appartient à son conjoint, il ne l'est pas, cher même s'il Nicolas. est en indivision avec les enfants. Voilà. Donc, du coup, ça, c'est déjà une sécurité apportée par la loi, parce que l'augmentation des droits du conjoint, ça, du Code Napoléon, il avait droit à rien. Et petit à petit, il y a eu une augmentation exponentielle de ces droits qui s'est concrétisée en 2001. Donc, en 2001, le législateur, il a été conscient de ces familles recomposées. Il a dit, bah voilà, je fais quelque chose pour les familles où il n'y a que des enfants communs, et je prévois quelque chose pour les familles où il y a des enfants d'unions différentes. Et j'ai envie de vous dire, c'est très très bien ce qui a été fait pour les familles où il n'y a que des enfants communs, mais pour les familles recomposées, le législateur savait ce qu'il faisait, mais il a coupé dans le vif. Donc, moralité, dans ces cas-là, il est préférable de faire du sur-mesure en allant voir son notaire. C'est ce qu'il faut savoir. Vous avez dû souvent entendre... Donc il y a plus d'outils, mais on n'est pas... C'est pas encore quelque chose... Ou en tout cas, peut-être que c'est pas à la loi de gérer ces situations qui sont peut-être à du cas par cas, finalement. Oui, mais il faut aussi que la loi prévoie dans le cas où la personne n'a rien décidé. Donc la loi, elle est là en garde-fou. En revanche, par testament, plus que par donation dernier vivant. Justement, on y arrive alors. On va continuer avec Catherine Costa, mais il existe des outils qui permettent effectivement d'anticiper au mieux. On a compris, vous nous l'avez toutes les deux dit, qu'il faut anticiper en premier lieu l'outil qu'on connaît tous, le testament. Est-ce qu'on peut dire dans son testament, dans ses dernières volontés, comment est-ce qu'on veut organiser sa succession et que ce soit respecté entre un conjoint ou une conjointe survivant. On rappelle qu'il faut être marié quand même pour que ce soit... Oui, bien sûr. Il faut être marié, c'est pas... Le pacsé n'a pas du tout les mêmes droits. Et les enfants. Alors, les enfants, on sait qu'ils ont une part réservataire. Avec la particularité, quand des enfants se retrouvent avec un conjoint survivant, c'est que leur part réservataire peut être grevée de l'usufruit du conjoint. D'accord. C'est ce qu'on appelle la quotité spéciale entre époux. D'accord. Au maximum, le conjoint peut avoir soit la totalité en usufruit, on y reviendra dans 2 minutes, soit la quotité disponible, c'est une quote-part en pleine propriété qui va dépendre du nombre d'enfants, soit un quart en pleine propriété, 3 quarts en usufruit. Ça, c'est le maximum. Et vous avez des personnes, en fait, qui signent une donation entre époux de façon très générale, sans prévoir quelle quotité attribuer au conjoint et en laissant toute l'attitude de conjoint de prendre la décision. Les options que vous nous avez données, c'est ce qu'il faut marquer dans son testament, du coup. C'est le maximum qu'on peut laisser à un conjoint. Ouais. Et dans beaucoup de donations, et j'ai envie de vous dire, c'est peut-être pas toujours ce qu'il faut faire, vous laissez le choix au conjoint de choisir une des quotités que j'ai décrites précédemment.
Alors, je voulais revenir sur l'usufruit. Pourquoi ? L'usufruit, c'est la possibilité de jouir de l'ensemble des biens. S'ils sont loués, de percevoir les loyers, percevoir des dividendes, des coupons, c'est un portefeuille titre, sa vie durant. Quand vous avez un conjoint qui a pratiquement l'âge des enfants d'une première union, ça veut dire que les enfants qui ont quasiment l'âge du conjoint, au final, risquent de ne jamais rien avoir de leurs parents, et que ce soit plutôt leurs propres enfants qui, au final, vont hériter. Parce qu'ils en ont la nue propriété, mais ils ne récupéreront l'usufruit que le jour du décès. D'où ce sentiment de dépossession qu'on a parfois justement chez ces héritiers et qui nous disent tout à fait légitimement, mais je ne comprends pas, maître, pourtant la loi dit que nous sommes réservataires. Ils le sont, mais sur la seule nue propriété, parce que en fait, le conjoint survivant, il a un statut particulier. C'est la personne en droit auquel on peut donner ce qu'on appelle plus que tous les autres, une quotité disponible élargie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand le conjoint a l'usufruit de tout ou partie des biens, parce que comme dit Catherine, ça peut être toute la succession, eh ben, les nus propriétaires ne peuvent en aucun cas exiger la vente de la pleine propriété. C'est l'article 815-5 du Code civil. Du coup, ça veut dire que vous avez un conjoint qui peut dire, bah voilà, je vais continuer à y aller, je vais percevoir les revenus. Vous êtes certes sur le propriétaire, sur le papier. Le conjoint ne peut pas vendre sans l'accord des enfants. Mais j'ai envie de dire, moi, quand j'ai des enfants nus propriétaires qui me demandent, je leur dis souvent, mais accepter, quitte à négocier, pour avoir au moins votre part et éviter, comme dit Catherine, de peut-être ne jamais recevoir, puisque l'usufruit ne s'éteint qu'à l'extinction quand on vend. Donc effectivement, si vous avez un conjoint qui a le même âge, voire qui est plus jeune que les enfants d'une précédente union, ce qu'on voit souvent, sans vouloir faire de caricature, bah effectivement, ça veut dire qu'en théorie, ils n'auront pas ils ont hérité, mais ils n'appréhenderont matériellement les biens que c'est leurs enfants qui auront les biens. Mais je pousse le raisonnement un peu plus loin. On paye des droits de succession quand on hérite d'une nue propriété ? Alors le droit est quand même très bien fait, cher Nicolas, parce qu'en théorie, oui, normalement les droits sont exigibles dans les 6 mois du décès, sauf que l'administration fiscale, bonne fille, n'est pas folle. Il y a des articles qui vous permettent de demander un paiement différé, c'est-à-dire à ne payer les droits que dans les 6 mois de la reconstitution sur leur tête de la pleine propriété, concrètement, soit lorsqu'on vend, il manquerait plus que ça. Il manquerait plus que ça. Non, vous savez, le droit fiscal est quand même relativement, surtout en matière de succession, relativement cohérent. Tout ce qui est enregistrement, même si on peut le critiquer, c'est quand même bien fait. Catherine Costa, quand on regarde sur Internet ce que doivent faire beaucoup de familles recomposées qui font face à un sujet de succession, on voit souvent évoquer ce sujet de donation au dernier vivant. Qu'est-ce que ce mécanisme ? C'est ce que vous venez de nous décrire ? Oui, c'est la donation entre époux. Et pour aller plus loin par donation entre époux et plus par testament, il est possible aussi de décider ce qu'on veut vraiment donner ou laisser à un conjoint. Un conjoint, est-ce qu'il va avoir besoin de l'usufruit de la totalité de la succession ? Peut-être pas. Peut-être que le conjoint a besoin d'un peu plus de revenus et peut-être qu'il peut être plus pertinent de lui laisser l'usufruit de certains biens, titre d'exemple, et pas des autres biens. C'est-à-dire que les enfants, on a cette granularité-là. Oui. On peut le décider. Mais cher Nicolas, c'est d'ailleurs ce qu'on conseille à nos clients qui ont un relatif patrimoine, parce que la plupart des gens, déjà 40% des gens ne sont pas propriétaires de leur résidence principale, d'autre part, et ceux qui sont propriétaires, ils n'ont pas grand-chose d'autre. Mais quelqu'un qui a un patrimoine assez étoffé, effectivement, vaut mieux faire du sur-mesure en disant, bah voilà, je donne le droit de rester à vie dans la maison, puis je donne l'usufruit de tel bien. En revanche, je veux que mes enfants appréhendent tout de suite tel bien. En plus, il y a ce sentiment que les enfants vont avoir l'appréhension des biens et vont avoir le sentiment d'hériter. Je rajoute une complexité. Si vous avez des enfants d'un premier mariage et des enfants avec le conjoint survivant, comment est-ce qu'on gère cette situation, Catherine Costa ? C'est pareil. C'est pareil. Dans la mesure où vous avez un conjoint qui se retrouve avec des enfants d'une première union, on se retrouve dans la situation qu'on a décrite, qui est des enfants communs ou qui n'en est pas. Le conjoint, vous avez un enfant qui est issu d'un précédent mariage, une union libre, qui se retrouve avec un conjoint, de toute façon, on sera dans les situations qu'on vient d'évoquer. Et moi, je veux vraiment accentuer encore sur le sur-mesure, parce que les choses sont faites souvent un peu trop mécaniquement. D'accord. On s'est protégé, on a fait une donation entre époux, mais souvent, on n'est pas allé assez loin. Alors, soit parce que certains professionnels ne l'expliquent peut-être pas assez,
soit parce qu'on s'en préoccupe pas suffisamment Mais parce tôt. que ça suppose avoir une Parce que discussion. le patrimoine ne le permet Ou pas le patrimoine aussi, ne le permet hein. pas. Parce que la Voilà. majorité, Bah oui. la grande majorité des Les gens, Français, bah oui. effectivement, quand il y a une résidence principale Et un peu et de quelques sous, comptes... voilà. Oui, donc mécaniquement, il va commun, falloir bien diviser sûr. la valeur de la résidence Bah principale. Bah voilà, Ouais. c'est-à-dire que du coup, on laisse la jouissance au conjoint. Puis vous avez aussi cette problématique que, justement, lorsqu'il y a des enfants de la seconde union, que se passe-t-il ? Souvent, ces enfants, ils sont encore jeunes, puisque par définition, on les a eus après une première union. Donc la problématique de la personne qui vient vous consulter, c'est de vous dire, mes enfants d'une première union, je les aime beaucoup, ils ont 30-40 ans, ils sont déjà dans la vie active. Ceux qui sont là aujourd'hui, moi j'ai 55 ans, 60 ans, ils ont 10-12 ans. D'où ça m'inquiète effectivement, plus si je viens à besoin, se c'est ça décéder, l'idée, je ouais. considère qu'ils ont plus besoin. D'où tout ça, c'est du sur-mesure, mais la loi le permet. Ce qu'il faut, effectivement, c'est comme dit Catherine, c'est le faire d'une façon mesurée et intelligente. Et puis surtout dans les testaments, si vous ne pouvez pas faire autrement, si vous favorisez peut-être ceux qui vous semblent une branche, expliquez-le. Moi, je trouve que c'est très bien dans un testament, sans mais vouloir faire une plume Ah oui, à la on l'explique Balzac, dans le testament. d'expliquer pourquoi on a voulu D'accord, faire ça. oui. Moi, je m'aperçois, lorsqu'on ouvre malheureusement des testaments de nos clients, lorsque ça est explicité, vulgairement parlant, le choc est moins rude, en disant « Ah oui, je comprends, ça ne me satisfait pas, mais je comprends ce qu'il a voulu faire et je l'admets ». Voilà, donc ça, c'est important aussi pour la paix des familles. Pour conclure, ou en tout cas essayer de donner quelques lignes directrices, Catherine Costa, globalement, si je veux faire du sur-mesure et me préparer au maximum, je commence par quoi ? Par rédiger un testament finalement, c'est ça ? Alors, je commence déjà par discuter avec les professionnels du patrimoine. D'accord, pas avec mon conjoint ou ma conjointe, avec les professionnels Non, du mais patrimoine. pourquoi pas aussi. Si, avec son conjoint et bien sa sûr. conjointe et ses enfants. Si, la situation idéale, c'est un professionnel qui peut réunir autour d'une même table l'ensemble de la famille, c'est pas toujours possible, justement pour réexpliquer la situation. Et puis vous pouvez avoir aussi d'autres outils qui quelquefois permettent un peu de rééquilibrer, surtout pour ce sentiment de ne pas se sentir Lésé, dépossédé. ouais. Vous avez l'assurance vie, par exemple, qui peut permettre de donner une certaine somme d'argent à ses enfants. Bien sûr, Bien évidemment, quand vous avez la possibilité d'avoir le patrimoine, enfin quand vous avez le d'avoir le patrimoine. patrimoine. Bah, Moi, évidemment. c'est vrai que je suis plutôt en contact avec des personnes qui ont plutôt un patrimoine conséquent où il est plus facile d'organiser. C'est beaucoup plus compliqué quand effectivement vous avez des actifs moindres. Après, vous avez énormément d'outils quand même. Le législateur, au fil du temps, a tenu compte de l'ensemble de ces situations. Vous avez ce qu'on appelle le legs graduel et résiduel. On laisse au conjoint un bien, charge pour lui, De le transmettre ensuite. de le transmettre si c'est un legs graduel ou ce qu'il en reste si c'est un legs résiduel, sachant que la personne, le deuxième légataire, qui souvent est l'enfant d'une première union, par exemple, est tenu à avoir reçu ce bien de son propre parent. C'est-à-dire D'accord. sera taxé selon le barème D'accord. parent-enfant et pas comme s'il avait reçu le bien de son beau-père ou de sa belle-mère. On va devoir s'arrêter ici, mais effectivement, il était important de mentionner le legs graduel également. Merci beaucoup Catherine Costa, directrice de l'ingénierie patrimoniale de Milleis Banque Privée. Merci Nathalie Cousigoussias, notaire à Paris. Merci à vous également de nous avoir suivis et à très vite sur Bismart.